Bienvenue aux handiweb du pôle. Le pôle Service à la personne Provence-Alpes-Côte d'Azur propose aux structures des services à la personne une série de webinaires sur les questions RH de diversité et d'inclusion avec le partenariat de l'AGFIP. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Christine Nashberger. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux handiweb du pôle. Donc, les handiweb, c'est quoi? C'est un événement qui est organisé par le pôle en partenariat avec la GFIP. Nous allons vous proposer toute une série de webinaires. Aujourd'hui, c'est le webinaire d'introduction avec des invités qui sont experts sur tout ce qui est question RH de diversité et d'inclusion. Et l'idée est d'aborder avec vous toutes ces questions RH au sein même des organisations. Alors, nombreuses sont les problématiques RH que vous rencontrez sur le sujet, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau des aides et des dispositifs à connaître, des besoins d'aménagement, des actions de sensibilisation ou encore les actions d'information qu'on va mener en interne, que ce soit de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif aussi, que ce soit des questions de politique de prévention des risques au sein de l'organisation ou encore les politiques de maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est d'aborder la question sous l'angle de la communication, avec notamment la question posée: comment et pourquoi parler du handicap en entreprise? Quels sont les défis d'une communication efficace? Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui donc une invitée d'exception, le docteur Christine Natschberger. Christine, donc on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Christine enseigne à l'école de management Audencia Business School. Elle est spécialiste des questions de gestion et de management de la diversité et de l'inclusion en entreprise. Elle a notamment publié un guide pratique sur la gestion d'emploi des personnes en situation de handicap et un ouvrage pour faire de sa gestion du handicap un véritable atout dans l'entreprise. La conférence qu'on vous propose aujourd'hui avec Christine va durer à peu près 35 à 40 minutes. Ensuite, notre invité sera là pour échanger avec vous, à la fois sur vos bonnes pratiques, mais aussi sur les questions que vous auriez à lui poser. Et si on peut échanger aussi sur vos expériences, sur les difficultés que vous rencontrez. La partie conférence de Christine va être enregistrée. Par contre, on gardera non enregistrée la partie débat avec vous. Si tout le monde est OK, on va commencer. Et Christine, merci encore et je vous laisse la parole. Voilà, tout d'abord, un grand merci à Maris de m'avoir invité, d'assister et d'animer même aujourd'hui ce webinaire. Donc, malheureusement, on ne se retrouve pas en présentiel, mais on est encore dans la phase où on privilégie évidemment les événements en virtuel. Donc, je suis très contente d'être aujourd'hui parmi vous et d'animer en fait ce webinaire autour du thème, finalement, oui, pourquoi, et aussi comment parler du handicap en entreprise. Donc, l'introduction de ma personne, elle était déjà faite. Je vais vous présenter assez rapidement, donc, du coup, la trame de cette intervention. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien comprendre aussi d'où vient le mot du handicap, donc l'étymologie. En même temps, voilà, vous êtes aussi tous, toutes et tous des experts. Et l'idée, c'est de voilà, ne pas trop tarder là-dessus non plus, parce qu'au cœur de la présentation, évidemment, il y a le thème de la communication. Ensuite, je reviens en arrière. Voilà, donc l'idée, c'est de comprendre aussi un peu d'où est-ce qu'on vient pour comprendre aussi le lien avec la communication. Donc, je vous ai amené des aspects socio-historiques en fait du handicap. Et après, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je me suis interrogée sur le fait, ouais, finalement, pourquoi c'est aussi difficile encore d'en parler aujourd'hui, donc dans notre société, donc en 2021. Le thème de l'inclusion est un thème très important, donc on est, je pense, tous d'accord qu'on s'interroge plus sur le fait que pourquoi l'inclusion elle est importante, mais vraiment l'idée c'est de dire que comment est-ce qu'on peut finalement aussi accélérer l'inclusion dans nos structures. Donc, on est dans une phase d'accélération, on a voilà, passé le stade du questionnement du pourquoi. Et ensuite, voilà, je vais vous présenter les supports de communication et un peu plus dans le détail les différentes
problématiques qui sont liées à ça. À la fin, comme Maryse elle a indiqué, donc on a prévu aussi un petit temps d'échange. Donc vous pouvez soit aussi, si vous avez des questions pendant la présentation, mettre vos questions dans le chat, mais sachez qu'on a aussi prévu voilà, un échange à la fin. Je vous ai mis sur cette diapositive une citation d'un comédien et romancier québécois qui s'appelle Robert Lalonde. Donc, il s'interroge sur le fait de communiquer. Voilà, lui, il dit l'incommunicabilité. C'est pas qu'on ne communique pas assez, on communique trop et mal. Donc, il y a une certaine forme de vérité dedans parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a trop le choix, donc une société de communication, je dirais. La communication, elle change tous les jours. Je le vois aujourd'hui aussi avec la jeune génération qui s'informe aussi d'autrement. Donc aujourd'hui, les outils digitaux, les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans l'accès à l'information et aussi dans la manière dont on communique aujourd'hui avec les différents acteurs. Donc on communique trop. Donc, il faut aussi aujourd'hui faire des choix parfois. On a vraiment, voilà, l'être humain est en face des choix et aussi dans notre perception, parfois, ce n'est pas forcément facile de faire abstraction et il faut aussi savoir comment est-ce que je peux traiter l'information parce qu'on est vraiment en face de trop d'informations et aussi de communication. Et on communique aussi mal. Mais moi, je rajouterai aussi une autre dimension, ce que je vais vous raconter, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, la différence se cache dans l'œil de celui qui regarde. Donc, quand ce regard change, tout change. Alors, investissons dans nos différences pour en faire notre force. Donc, pour lancer la discussion aussi tout à l'heure, je vous ai apporté une petite vidéo de Virginie Delalande, qui est avocate et conférencière, et évidemment aussi une personne en situation de handicap, parce qu'elle est la première avocate sourde profonde de naissance en France. Donc, pour débuter la réflexion sur la communication, je me suis penchée tout d'abord sur l'étymologie du mot handicap. Donc, comme vous le saviez sans doute, donc ça vient de l'anglais, donc hand in cap, la main dans le chapeau, qui était un jeu en fait qui était pratiqué au VIe siècle en Grande-Bretagne, qui consistait finalement à échanger des biens à l'aveugle dont la valeur était contrôlée par un arbitre qui a assuré en fait dans ce cas-là aussi l'égalité des chances entre les joueurs. Et on a utilisé ensuite le substantif handicapé qui est apparu pour la première fois donc, dans la loi française de 1957. Et on voit très bien aussi aujourd'hui dans les mots qu'on utilise, donc les mots ont un sens, les mots sont très importants. Donc, on voit une certaine forme d'évolution également du langage. Donc, voilà, là, je parle vraiment du handicap déjà parce que pour faire abstraction des malades, des invalides, etc. Donc, on a parlé du handicapé, de la personne handicapée. Ensuite, évidemment, dans un contexte organisationnel, en entreprise, on utilise en fait le travailleur handicapé, TH, et aujourd'hui, et aussi dans la loi à partir de 2005, donc on a la personne en situation de handicap qui fait référence évidemment que ce n'est pas la personne qui est handicapée, mais c'est la situation ou le contexte qui engendre donc une altération voilà, de la personne face à une situation. Donc, ce n'est pas forcément la personne qu'on doit changer, évidemment, c'est l'environnement qu'on va adapter en fait au handicap de la personne. Et ça, c'est très important aussi dans un contexte organisationnel. Les aspects socio-historiques en fait du handicap. Donc, d'après une publication récente de Cagnolo, en fait, l'auteur distingue plusieurs logiques en fait. Tout au début, aussi en Antiquité ou au Moyen-Âge, on a parlé souvent des infirmes, les pauvres, et le handicap suscite plutôt la peur. Et du coup, on avait des logiques plutôt séparatistes, donc c'est-à-dire que c'était des logiques vraiment d'exclusion. C'était des logiques aussi d'élimination tout au début. Donc, juste deux mots, c'était aussi, voilà, par exemple, l'idéologie nazie. Donc, qui a fait que on a tué en fait les handicapés.
Donc, parce qu'on les considérait comme des personnes malades, évidemment, des personnes voilà, qui n'ont pas eu le droit, évidemment, de vivre. Donc, la logique d'élimination, la logique de séparation et la logique aussi vraiment d'exclusion. Donc, ce sont des logiques qui sont qui font partie en fait de cette première approche en fait aussi socio-historique. Ensuite, on est rentré dans une ère qui était évidemment plus positive parce que c'était des logiques paternalistes, donc paternité, ça vient du père, donc c'est une logique plutôt de protection, donc de protéger les personnes en situation de handicap, la logique caritative aussi, de les aider. Voilà, il y avait la mise en place de pas mal d'associations. Donc, on est dans la charité, donc on peut penser par exemple aussi à la mère Thérèse qui aidait les enfants et aussi les enfants en situation de handicap. La logique d'assistance, donc aider, donc on est dans l'aide, dans la réparation aussi et aussi dans la réadaptation. Donc il y a vraiment ces logiques-là qui ont vu leur jour il n'y a pas aussi longtemps et qui ont fait que voilà, on est davantage on va apporter de l'aide aux personnes en situation de handicap. Donc, je vais aller un peu plus rapidement. Les logiques également sociétales, donc c'est aujourd'hui plutôt des logiques plutôt modernes, hein, comment on peut dire. Elles se fondent vraiment sur le principe de l'égalité de droit et on cherche aujourd'hui aussi d'assurer le lien social, donc le lien avec les personnes en situation de handicap. Donc, on essaye de mettre donc, tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, c'est-à-dire, on a commencé avec la logique de compensation. Donc, c'est aussi aujourd'hui aussi, voilà, il y a l'allocation pour la personne en situation de handicap. Il y a une logique de prévention, donc on essaie aussi d'investir davantage donc aussi dans la médecine, donc la recherche et tout ce qu'on peut citer. Donc pour voilà, que les personnes ne tombent pas forcément aussi dans la situation voilà, d'être handicapées. On a vu aussi auparavant que c'était surtout, en fait, les personnes handicapées, c'était surtout des personnes pauvres, parce qu'il y avait aussi voilà, comme sticker en 1982, il a souligné, ça s'expliquait souvent par un manque d'hygiène, mais aussi par la malnutrition. Donc, c'était plutôt la population pauvre qui était voilà, en situation de handicap. La logique de participation, donc de plus en plus, voilà, on a vu après le jour des entreprises, par exemple, adaptées. Donc, on a vraiment essayé de les intégrer. Donc, les personnes en situation de handicap. Donc, c'est aussi voilà, en lien avec la logique d'intégration. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui aussi dans le milieu ordinaire. Donc, on essaye d'intégrer voilà, au plus les personnes en situation de handicap. Évidemment, tout le monde est au courant qu'on a le quota de 6%. Donc, c'est à la fois donc pour les entreprises privées, mais aussi pour le secteur public. Et moi, j'ai rajouté voilà, une dernière logique que je trouve très importante, c'est la logique vraiment d'inclusion, parce qu'il faut aller plus loin. Il y a une grosse différence entre l'intégration et l'inclusion. Et je trouve qu'on peut s'inspirer surtout aussi, par exemple, des modèles scandinaves, parce que voilà, j'ai lu aussi récemment un article sur les personnes en situation de handicap en Suède, et je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses parce qu'ils sont passés vraiment d'une logique d'intégration à une logique d'inclusion, où voilà, et l'inclusion commence dès le jeune âge, donc c'est-à-dire que voilà, les élèves qui sont handicapés ne sont pas forcément dans des écoles spécialisées, mais ils sont intégrés dans des écoles entre guillemets ordinaires. Donc, pourquoi est-il si difficile de parler du handicap dans notre société? Donc, j'ai mis plusieurs points parce que je pense que c'est souvent une question tout d'abord de priorité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on met en place des actions de sensibilisation, des actions de communication ou pas? Donc, ça dépend aujourd'hui dans les entreprises. Souvent, est-ce que c'est prioritaire de parler de tout ça? Évidemment, là, on a le contexte de la crise sanitaire et voilà, on a vu aussi que les personnes en situation de handicap ont souffert de cette situation et que ce n'est pas forcément facile. Et aussi, les entreprises ont un peu mis un petit coup d'arrêt, en fait, aussi aux politiques d'inclusion parce qu'il y avait d'autres priorités à ce moment-là. Donc, priorité ou non, évidemment, il faut que ce soit une priorité pour une organisation
pour pouvoir en parler. Après, la question de la visibilité, donc souvent on dit oui, mais le handicap, évidemment, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles, donc ce n'est pas aussi important que ça non plus. Donc c'est une minimisation peut-être aussi des différentes, voilà, de la diversité des situations. Et pour beaucoup de personnes, le handicap n'est pas forcément visible. Donc, je parle souvent aussi voilà, d'une minorité qui est parfois stigmatisée, donc les personnes au fauteuil roulant, qui représentent vraiment un pourcentage finalement minime de toute la population des personnes en situation de handicap. Parfois, on n'a pas envie… Allô? Oui. On n'a pas envie d'en parler parce que du coup, c'est aussi une question de stigmatisation et d'exclusion, parce qu'il y a aussi des personnes qui disent oui, mais si on va faire un focus sur les personnes en situation de handicap, ça va les stigmatiser davantage et ça va renforcer les stéréotypes, les préjugés. Ça peut être vrai, évidemment, parce que plus on parle, peut-être ça renforce aussi les stéréotypes, mais il n'y a pas d'autre moyen que de lever finalement aussi les tabous et de faire l'inclusion vraiment un atout de notre société. Voilà, il faut en parler. Question de manque de volonté, parfois aussi, même dans les grandes entreprises, la mission handicap a souvent beaucoup de difficultés à avoir des moyens. Donc, il y a aussi un manque de volonté de la part de la direction. Donc, c'est important voilà, de donner les moyens et aussi d'afficher clairement les actions en faveur des personnes en situation de handicap. Question de légitimité, donc est-ce qu'une entreprise ou des décideurs RH, la mission handicap, se sentent aussi légitimes de communiquer sur le thème? Donc, ça peut être aussi que les personnes se pensent ne pas être légitimes. Donc, le syndrome de l'imposteur, donc c'est voilà, que je veux juste faire référence rapidement. Dans ce sens-là, c'est important aussi de se dire que, voilà, évidemment, il faut mettre en avant les actions et il faut aussi se considérer comme légitime sur le sujet. Évidemment, peut-être il y a toujours des entreprises qui sont encore plus exemplaires ou des structures qui sont en avance, mais chacun avance aussi à son rythme, chacun avance avec ses moyens et il ne faut pas avoir honte en fait aussi de ce qu'on fait, il faut en parler. La question de non-sujet, donc pour beaucoup, c'est un peu en lien finalement aussi avec la question de priorité. Il y a beaucoup qui disent aussi oui, mais c'est pas super important, ça sert à quoi, etc. Et moi, je constate, donc tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, il y a peut-être on communique trop et mal, mais il y a aussi dans certaines, j'ai aussi constaté à travers mes expériences professionnelles, en lien avec la question du handicap, que dans beaucoup de structures, finalement, on n'en parle pas trop non plus. Donc, moi, j'ai constaté également un manque de communication et je trouve que c'est important voilà, de se rendre compte de ça. Pourquoi est-il si important de parler du handicap? Donc, évidemment, il s'agit des droits humains, des droits fondamentaux. Donc, chaque être humain a le droit, évidemment, de vivre, d'exister. Et on a aussi, donc je trouvais cette image très parlante, on a tous le droit d'être heureux. Donc, c'est aussi très important de respecter voilà, les droits de l'homme, de tous les êtres humains sur cette terre. C'est aussi une question de justice sociale, hein, donc je l'ai déjà évoqué un peu, l'égalité des chances. Donc, il y a les lois aujourd'hui là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de… Voilà, on a un consensus sur les lois qui peuvent exister et aussi sur voilà, la réparation qu'on peut apporter. Donc, il y a plusieurs même théories économiques. Donc, Rawls, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la justice sociale. Et c'est à nous aujourd'hui aussi de réparer en fait les injustices. D'où l'idée de mettre en place voilà, des actions en faveur de l'égalité des chances. Rendre visible l'invisible, donc c'est aussi important évidemment d'en parler parce que ce qui est invisible, ça reste invisible et donc du coup, ça c'est pas dans l'œil de la personne qui regarde. Lever les tabous. Dans notre société, il y a encore malheureusement, je trouve, trop de tabous. Et c'est pareil avec la question du handicap. Donc, la différence, pour l'instant, elle fait souvent peur. Et c'est surtout vrai avec le handicap. Donc, le handicap, la différence, ça peut susciter la peur, c'est l'inconnu. D'où l'importance aussi de communiquer, parce qu'il y a plein d'exemples très concrets.
Et ça aide aussi aux personnes qui ne sont pas trop en contact avec la population, voilà, des personnes en situation de handicap, de se rendre compte qu'ils ont plein de préjugés. Et on voit très bien aussi, vous avez peut-être suivi aussi, si on regarde des gens qui sont par exemple racistes, c'est souvent finalement des gens qui n'ont pas de contact avec des personnes étrangères. Donc du coup, voilà, si on favorise en fait les échanges, les rencontres, la communication, donc du coup, ça change tout. Et un changement démystifié, donc c'est aussi justement démystifier le handicap, lever le tabou. Donc c'est deux raisons principales aussi pourquoi c'est vraiment très important d'en parler. Changement de cap, donc c'est aussi de donner la priorité justement voilà, à la question du handicap. Je pense que dans les politiques de la diversité et d'inclusion, on peut faire, par exemple, 10 pas en avant. On avance tous ensemble, mais avec un événement comme aussi la crise sanitaire, tout d'un coup, on peut faire 15 pas en arrière. Donc, du coup, on est arrivé, voilà, même pas au point de départ, on a reculé. Donc, on a vu aussi là la situation des femmes est beaucoup, voilà, est beaucoup dégradée aujourd'hui. Donc, on parle de 10 ans en arrière, donc au niveau des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, la crise sanitaire, la crise Covid, donc ça nous a vraiment pas forcément aidé pour avancer la cause de l'égalité. Et idem aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a aussi aujourd'hui des études qui montrent que voilà, c'est un peu en arrêt, en fait, les politiques. Question de survie. Donc, c'est aussi, et je rajouterai survie des organisations. Aujourd'hui, la jeune génération a vraiment une attente principale, c'est une question éthique. C'est aussi, je ne l'ai pas trop abordé pour l'instant, mais les questions éthiques, les questions de la planète, les questions de l'inclusion. Donc, pour eux, c'est vraiment un acquis. Ça devrait être le cas soi-disant, dans toutes les organisations. Et la jeune génération tombe un peu des nues quand elle va voilà, intégrer en fait, le monde du travail. Et là, voilà, les jeunes souvent se rendent compte, finalement, il y a quand même un décalage, peut-être même ce qu'on peut voir dans la théorie, ce que nous, on peut enseigner, et après sur la pratique dans les organisations. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de survie pour les organisations. Au-delà, c'est aussi une question justement de aussi attirer les potentiels. Donc, c'est question de marque employeur. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dedans. Donc, on a aujourd'hui 4 défis d'une communication efficace. Donc, c'est-à-dire que voilà, on peut communiquer. Il y a plusieurs objectifs de la communication. Donc, c'est à la fois, évidemment, au cœur, c'est souvent informer. Donc, informer, donner des informations, apporter des éclairages, etc. Mais au-delà de l'information, c'est important d'être capable d'instaurer une certaine forme de confiance. La confiance, aujourd'hui, elle est primordiale dans les organisations. Elle a pris un coup aussi avec, voilà, évidemment, la crise sanitaire. On a plutôt aujourd'hui presque peur aussi, on a toujours peur du virus. Donc, la confiance, elle est très importante et il faut l'instaurer en fait à nouveau aussi dans nos organisations. L'engagement, donc aussi montrer dans quelle manière l'entreprise finalement elle est engagée. Et j'ai rajouté un quatrième point que je trouve très important parce que la communication, pour moi, elle a seulement du sens si on peut échanger. Et c'est aujourd'hui aussi une attente de la jeune génération, donc qui a grandi par exemple avec les réseaux sociaux. Donc les jeunes aujourd'hui, ils sont habitués à s'exprimer tout le temps. Donc voilà, on donne son opinion sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc le dialogue, aujourd'hui, voilà, une communication efficace, pour moi, c'est aussi si je réussis à dialoguer avec les personnes. Donc je pense que c'est très clair aussi pour tout le monde. Il y a vraiment un rôle central d'une politique de communication sincère. Donc l'honnêteté, la sincérité, c'est aussi très important. Donc le handicap washing, ça doit exister aussi. On parle beaucoup du social washing, du green washing, mais il y a peut-être aussi des organisations qui utilisent donc la politique handicap, la communication, juste pour faire semblant d'être très engagé. Donc, on entend moins parler parce que, voilà, mais il y a une tendance, aujourd'hui aussi, on appelle ça le inclusion washing, donc c'est-à-dire aussi certaines organisations voilà, qui communiquent un peu trop,
où on peut avoir parfois aussi voilà, des soupçons ou voilà, de se dire, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Échange, donc communiquer, c'est dialoguer. Évidemment, après, il faut distinguer entre la communication en interne, mais aussi en externe. Et il faut toujours voir aussi la communication sur la durée. Évidemment, on peut avoir des actions ponctuelles, mais une politique de communication, il faut qu'elle soit cohérente, sincère et aussi tournée vers le futur et aussi intégrer une dimension durable. Et après, il y a une réflexion, évidemment, qui sont les destinataires de la communication et suite aux cibles, évidemment, je vais adapter d'autres canaux et c'est important de réfléchir aussi à qui est-ce que je m'adresse, comment voilà, les acteurs s'informent aujourd'hui et comment est-ce que je peux vraiment voilà, m'approcher d'eux d'une manière très efficace. Les enjeux, aujourd'hui, c'est aussi une question de transparence parce qu'on voit très bien que c'est encore une autre attente de la société, pas que de la jeune génération. Donc, d'être dans un environnement vraiment transparent où voilà, la communication, en fait, elle est renforcée. Donc, la transparence, c'est en lien avec la confiance. Parce que si je suis une organisation transparente, je peux aussi susciter et renforcer la confiance de mes collaborateurs, même de mes parties prenantes, parce qu'on parle souvent aussi en anglais, on les appelle les stakeholders. Donc, les différentes parties prenantes, c'est à la fois à l'intérieur d'une organisation, mais aussi à l'extérieur. Donc, ça peut être le gouvernement, les associations, Cap Emploi, donc tous les acteurs qui ont un intérêt, voilà, qui peuvent apporter ou avoir une attente plutôt envers une organisation. La stratégie RH, et ça peut être aussi une politique ou une stratégie d'inclusion RSE. Donc, je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que c'est important de communiquer et de mettre en avant à la fois des rôles modèles, parce que ça aussi, on n'en parle pas trop, mais les rôles modèles aussi au niveau du handicap, c'est très important. Et aujourd'hui, il y a des choses qui marchent très bien. Donc, par exemple, voilà, en lien avec le sport, donc ça a vraiment beaucoup de succès aujourd'hui dans les entreprises. Et la marque employeur, donc j'en ai déjà parlé, donc attractivité des organisations, mais aussi la fidélisation. Les objectifs de la communication, évidemment, elles peuvent être multiples et hétérogènes, mais voilà, ce n'est pas forcément exhaustif, mais ça peut aller de la simple information, accompagner en fait aussi les collaborateurs, susciter un peu la curiosité, l'intérêt, se rendre compte de ses propres stéréotypes, se mettre dans la peau de quelqu'un. Donc ça aussi, c'est très, voilà, c'est très utilisé aussi pour sensibiliser les salariés. Inciter aussi les salariés à se déclarer, parce qu'on sait très bien, comme la plupart, 85% des handicaps sont invisibles, et les personnes savent peut-être eux-mêmes pas qu'ils ont une certaine forme de handicap, souvent en lien avec les maladies invalidantes. Donc, c'est aussi important voilà, essayer de motiver les salariés à se déclarer. Donc, les salariés qui sont en situation de handicap, mais qui ne sont pas déclarés. Intégrer, mobiliser les acteurs et valoriser en fait les actions. Ensuite, évidemment, au niveau des supports de communication, donc je suis un peu juste distinguer entre des médias classiques. Aujourd'hui, déjà, par exemple, la bande dessinée, ça fait presque 15 ans que j'ai travaillé avec l'APN Paribas, donc avec la mission handicap. Et déjà, entre guillemets, à l'époque, donc la bande dessinée était une manière très ludique d'informer les salariés et de susciter l'intérêt par rapport au handicap dans l'entreprise. Donc, les vidéos, les affiches, les plaquettes, les flyers, etc., les quiz, les cartes postales. Donc, il existe vraiment beaucoup de canaux différents. Et une entreprise, souvent, va utiliser plusieurs canaux pour instaurer un dialogue avec les parties prenantes. Les événements, ça aussi, aujourd'hui, c'est très en vogue. Donc, ça va être des conférences, des webinaires, des formations, des sensibilisations. Évidemment, ce qui est très important, c'est souvent la mise en situation. Donc, moi, je me rappelle toujours quand j'étais étudiante,
Voilà, on a fait, voilà, il y avait une pièce qui était évidemment toute noire pour se mettre dans la peau d'une personne aveugle. Et on était obligé, c'était comme évidemment comme dans un bar. Il faut aller au bar, il faut commander quelque chose à boire, il faut payer. Et du coup, là, on se rend compte ouais, comment c'est d'être dans la peau de quelqu'un. Et après, il y a encore des tournois sportifs. Donc, comme j'ai déjà évoqué, le sport et le handicap, ça vraiment, ça parle beaucoup aujourd'hui à la fois aux jeunes, mais aussi à l'ancienne génération. Donc, de montrer des exemples concrets que, voilà, aussi en tant que personne en situation de handicap, je peux réussir. Et voilà, il y a beaucoup d'exemples aussi positifs. Concours de photos, réalisation de films. Donc, il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai accompagné HSPC. Et du coup, voilà, on a mis en place en fait une politique de communication autour de la diversité et d'inclusion. Il y avait des scénettes, par exemple, qui étaient jouées par les collaborateurs. Il y a aussi une scénette voilà, autour du handicap. Témoignages, etc. Donc, il y a plein d'exemples. Et est-ce qu'il y a des moments clés finalement aussi dans la communication? Donc oui, à la fois avec les collaborateurs en fait en interne. Donc moi, je voulais juste évoquer, on appelle ça les notions de l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. Donc l'expérience candidat, c'est vraiment tous les moments qu'un chercheur d'emploi ou un demandeur d'emploi va aller chercher des informations sur une entreprise. Donc, ça peut être que je me rends sur le site internet pour avoir plus d'informations. Donc, c'est toujours si on recherche une certaine, voilà, si je recherche une information sur une entreprise, sur sa politique RH, sur son intégration, sur la politique aussi handicap. Évidemment, aujourd'hui, ben, il y a beaucoup d'informations déjà sur les sites internet. Et après, par rapport à l'expérience collaborateur, donc c'est vraiment du moment de onboarding. Donc, le onboarding, c'est l'intégration. Donc, jusqu'au off-boarding, et le fameux off-boarding, c'est si un salarié a démissionné ou je suis obligée de licencier quelqu'un. Donc, c'est vraiment les différentes étapes. Donc, ça peut être après aussi les étapes dans la gestion de carrière. Donc, quand une personne, bah, elle va évoluer et aussi pour accompagner le salarié dans la RQTH, parce qu'évidemment, il faut renouveler voilà, la reconnaissance selon la situation du collaborateur tous les 2, 3, 4 ans. Donc oui, à la fois parce qu'aujourd'hui, les notions expérience sont très importantes, donc expérience candidat et expérience collaborateur. Et après aussi pour valoriser les actions, donc c'est-à-dire que voilà, on peut communiquer si on va mettre en place une politique. Aujourd'hui, c'est déjà fait évidemment dans la plupart des organisations. Et aussi autour des journées comme la journée mondiale de la trisomie, par exemple, le 21. Donc, il y a vraiment toujours des événements, la semaine d'emploi des personnes en situation de handicap, donc la semaine au mois de novembre. Les axes de communication, je vais peut-être aller un peu plus rapidement, parce que le temps tourne, donc je vois que je suis à 36 minutes. Les axes de communication, donc la communication interne, donc ça peut être souvent la sensibilisation ou la formation, donc ce n'est pas exhaustif, mais c'est juste quelques exemples. Et la communication externe, la marque employeur, attractivité, fidélisation, donc on l'a déjà évoqué, donc je ne vais pas trop m'attarder. Voilà, je veux juste montrer quelques exemples des bonnes pratiques. Après, ce n'est pas tout le temps voilà, lié en fait à une communication d'une organisation. Parce que là, par exemple, le premier exemple, c'est une communication intelligente. Je trouvais ça très, très intéressant que finalement, aussi dans notre vie quotidienne, hein, donc on peut, en tant que personne en situation de handicap, peut être confronté à des situations concrètes et bah, ça peut nous impacter parce que si on est, voilà, si on a la carte de la personne en situation de handicap et on veut se garer sur la place qui est destinée aux personnes et on a déjà une voiture qui est garée et c'est surtout si cette personne-là, elle n'est pas en situation de handicap, bah, ça peut provoquer des conflits aussi entre les personnes. Donc du coup, pour sensibiliser à cette question-là, il y avait une communication qui était faite il y a quelques années en fait au Portugal, à Lisbonne.
Et on voit sur ces 2 images des fauteuils roulants qui squattent des places de parking avec le message « Je reviens tout de suite ». Donc, je trouve que c'est vraiment perspicace et intelligent de sensibiliser voilà, la société par rapport à cette problématique. Et là, c'était des étudiants en licence d'ingénieur et de réhabilitation et d'accessibilité humaine qui ont mis en place cette action de communication. Donc, toujours en lien avec ça, je trouvais ça rigolo. Après, voilà, être con n'est pas un handicap, garez-vous ailleurs. Donc, c'est un peu encore pour la même, voilà, pour la même cause. Mais voilà, on ne peut pas assez communiquer. Parfois, on est un peu dans le… Voilà, on utilise des mots qui sont peut-être un peu forts. On est parfois aussi en train de presque choquer les interlocuteurs. Donc, je pense plutôt voilà, à la publicité parfois. Mais voilà, on est très direct pour voilà, montrer des exemples concrets. Là, encore un autre exemple, vous avez aussi le lien que je peux vous donner après. Donc, c'est l'exemple de Saint-Gobain, distribution bâtiment France, pour aussi accrocher. Voilà, aujourd'hui, on a des slogans, pimpe ta différence, tous uniques, tous différents. Donc, il y a aussi pas mal de possibilités justement voilà, d'avoir des messages accrocheurs. Donc, il faut aussi voilà, avoir aussi une continuité dans toute cette politique de communication. Et quand vous allez sur le site, vous allez retrouver le même logo. Donc, du coup, évidemment, souvent, pour les grandes structures, il y a une agence de communication qui est derrière. Mais c'est aussi un exemple. Donc, juste la diapositive suivante. Et là, c'est un autre exemple, c'est un peu petit, mais on voit aussi que d'une manière ludique, comment on peut sensibiliser. Donc, vous l'avez peut-être vu, donc ça c'est optoys.fr, donc vraiment donner des informations, mais avec des infographies, aujourd'hui, on peut faire des choses vraiment sympathiques. Oui, ça je trouvais aussi, voilà, on a aussi Fabiola qui est là aujourd'hui de l'AGFIP. Je trouve que l'AGFIP fait vraiment beaucoup de communication réussie aussi évidemment autour du handicap. Donc, j'ai bien aimé cet exemple aussi de montrer le côté aussi positif. Le progrès, c'est moi, de dire aussi, voilà, c'est pas que le progrès, c'est aussi voilà, la performance, parce que les études montrent également que les personnes en situation de handicap sont aussi performantes que d'autres personnes. Donc, il n'y a pas forcément un impact, évidemment, du handicap ou voilà, sur le lieu de travail. Donc, ensemble, montrons comment les personnes handicapées font progresser les entreprises. Et il y a toujours, je pense que Fabiola, elle peut témoigner, toujours beaucoup de besoins finalement d'aborder cette problématique-là, parce qu'aujourd'hui encore en France, si j'ai bien en tête, c'est presque une entreprise sur 2 qui paye la contribution AGFIP. Donc du coup, on communique beaucoup, mais voilà, on a encore du progrès à faire. La prochaine diapositive, voilà, ça c'est peut-être vous l'avez vu, c'était cette année pour la journée mondiale de la trisomie 21, il y avait une chanson qui était, voilà, c'est Sting qui a chanté cette chanson, ça s'appelle The Hiring Chain, et ça montre en fait que si une personne, elle lance voilà, un recrutement, elle peut engendre en fait finalement aussi d'autres recrutements derrière. Donc là, c'est le boulanger qui va recruter une personne en situation de handicap, donc une personne qui a la trisomie. Et après, voilà, ça fait effet boule de neige. Et j'ai trouvé ça très sympathique. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je peux vous mettre également ça dans le chat et vous le trouvez sur YouTube, évidemment. Et pour finir, voilà. Pour finir, ça place à l'échange, donc parce qu'il faut que je prêche, il faut que je mette en action aussi ce que je prêche. Donc, c'est-à-dire si je dis que l'échange est très important, donc j'aimerais aussi voilà, avoir vos idées par rapport à comment est-ce que vous communiquez. Est-ce que vous avez des questions là par rapport à ce que je viens de dire jusque-là? Voilà, du coup, je veux juste revenir en arrière. Donc, je vous donne la parole. Donc, qui veut Donc, l'idée, c'était vraiment sur la diapositive dernière, place à l'échange. Comment est-ce que vous communiquez sur le handicap? Quelles sont vos expériences et tout ce qui vous traverse l'esprit par rapport au thème, par rapport à ce que je viens d'évoquer?
Merci au Dr Christine Nashberger pour sa conférence sur pourquoi et comment parler du handicap en entreprise. Si vous souhaitez échanger avec le pôle, n'hésitez pas à nous laisser un message ou contacter directement nos services sur info@psppaca.fr.